Cette soirée s'inscrit dans le cadre des Journées de l'architecture en abordant des aspects d'urbanisme complémentaires à ceux de l'architecture dans la fabrication de nos modes de vie. Elle ne s'inscrit donc pas dans un cycle thématique, bien que cela pourrait se justifier en 2015, tant la question des mobilités est au cœur du fonctionnement de notre société et du développement de nos territoires. En effet, les mobilités seront alors à la convergence des enjeux de l'Eurométropole, comprises comme une alliance entre l'ensemble des communes de la communauté urbaine, prenant en compte leurs différences et leurs intérêts communs. Nous avons l'opportunité avec l'Eurométropole de changer d'échelle, de nous glisser dans la réalité du monde qui change, sans que nous ne l'ayons pas toujours spécialement vu venir dans ses implications locales, et cela depuis 20 ans. Il éclate maintenant à notre réalité, dans notre vécu intime, familial, social, professionnel. Bien sûr, je parle de la mondialisation, de la métropolisation, des transformations de société qu'elles engendrent, de la transformation notamment de nos économies et de nos mobilités. La globalisation des échanges met en concurrence les territoires du monde entier, redessine des alliances entre centres et périphéries, les premiers servant de hub aux seconds, les secondes permettant une offre que ne pourraient effectuer les premiers. C'est donc ensemble, territoires différents d'une même métropole, qu'on gagne ou qu'on perd face aux risques et aux opportunités. Les liens et les besoins de mobilité sont de fait renouvelés au sein de la communauté urbaine de Strasbourg, et même bien au-delà, avec le SCOTERS, les intercommunalités du département, le pôle métropolitain Strasbourg-Mulhouse, la région transfrontalière, et encore cette zone métropolisée, entendez, réorganisée par ces liens d'apport réciproques, et bientôt la grande région, quelle que soit la dimension de la grande région. Comprendre cela nous permet de nous situer dans ce monde devenu fort complexe, et donc de choisir la direction dans laquelle nous voulons aller collectivement. Si nous ne faisons cela, nous prolongerons d'anciens modèles d'organisation et de développement de nos territoires, dont nous ne sommes pas sûrs qu'ils fassent consensus, mais dont nous sommes assurés cependant qu'ils arrivent aujourd'hui à leurs limites. Nous avons donc, pour ces raisons, de fait, un renouvellement du cahier des charges donné par la société qui change aux mobilités, et par-delà, aux infrastructures comme un de leurs moyens. C'est donc le premier point que je veux affirmer en introduction de cette soirée. Les mobilités ne doivent plus être ce qu'elles ont été, parce que le fonctionnement du territoire n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans. Cela nous amène à la rencontre de ce soir, car il ne vous a pas échappé que l'idée d'une nécessaire nouvelle philosophie des mobilités fait partie du titre même de notre soirée. Ainsi, changer d'échelle nous permet de faire évoluer nos lunettes. Nous pourrions tout aussi bien organiser en 2015 un cycle de rencontres sur le thème des nouvelles philosophies associées à ces changements institutionnels et d'organisation du développement des territoires, de leur aménagement. En termes de mobilité donc, mais aussi d'économie, d'énergie, d'habitat et de services par exemple. Je voudrais développer un deuxième point. Ce soir, nous commençons par parler du tramway qui a déjà, Alfred, 20 ans. 20 ans. Mais ça ne se voit pas chez toi. Quand nous avons construit l'infrastructure de tram, nous avons découvert que nous avons inventé en fait la piétonisation et le mode de vie de centre-ville qui va avec. Nous faisons ce soir un zoom sur un exemple que nombre d'entre vous ont vécu, une offre pionnière à l'époque. La ville à pied, induite par une action technique, la réalisation du tram. La décision a été prise, chacun s'en souvient, dans cette fameuse campagne électorale de 1989, avec un débat gigantesque entre tram et métro. Cela a fait à peu près l'effet d'un référendum populaire qui a abouti effectivement à pouvoir installer le tramway, ce qui nous a amené à mettre en place le plus grand golfe de France en quelque sorte, bien plus que 18 trous. Il y en avait partout pendant quelques années. Nous avons en réalité fait beaucoup plus. Nous avons modifié, transformé foncièrement le mode de vie du centre-ville. Le deuxième point que je veux affirmer, c'est donc que quand nous intervenons sur les infrastructures, nous intervenons sur les modes de vie. Quels sont ces modes de vie et lesquels voulons-nous ? Mettons-nous d'accord, cela dessinera un cahier des charges pour nos mobilités et nos besoins en infrastructure. Mon pari est que dans l'Eurométropole, nous avons besoin de tous les modes de vie et plus exactement que plusieurs modes de vie cohabitent dans chaque quartier. Quelles en sont les implications pour le tram, mais bien au-delà de l'infrastructure, quelles en sont les implications pour penser nos mobilités globalement ? Dans le renouvellement de notre pensée sur les mobilités,
Je préfère partir de la vie des gens, des usages de la ville. Je préfère d'ailleurs parler des modes de vie que de qualité de vie. Pourquoi ? Les modes de vie sont multiples. Ils correspondent aux idéaux de qualité de vie de plusieurs groupes sociaux. Prendre en compte les modes de vie, c'est prendre en compte les différentes options tenues par chacun comme leur qualité de vie. Dans la typologie des 6 modes de vie sur le Bas-Rhin mis en lumière par l'ADEUS, de grands enjeux comme l'introduction du numérique peuvent être pris en compte, certainement de façon plus opérationnelle. Est-ce que cette dimension va modifier la façon dont nous localiserons notre travail, par exemple, avec le télétravail ? Quid en termes de mobilité ? Allons-nous considérer les Fab Labs, facilitant l'émergence d'une économie des usages, d'une économie collaborative, comme des équipements de quartier, au même titre que les écoles ? Nous avons besoin également de penser et repenser l'irrigation des marchandises, la logistique métropolitaine, en tenant compte aussi de l'e-commerce. Prendre en compte l'impact d'une société devenue numérique dans la façon de penser notre système de mobilité fait partie du renouvellement de philosophie à partir des usages que j'appelle de mes vœux. Ce sont ces points que je voudrais présenter à votre réflexion, à la fois comme président de l'ADEUS et président de la communauté urbaine de Strasbourg, pour introduire l'intervention d'Alfred Peter et le débat qui s'ensuivra sous forme de dialogue entre métiers. Je veux remercier Alfred d'avoir accepté de se livrer et de livrer un peu son expérience, lui qui parcourt le monde et que nous avons la chance, pour beaucoup, de côtoyer à Strasbourg en ami. Je rappelle qu'il a accompagné cette démarche sur Strasbourg depuis ses débuts et qu'il l'accompagne encore. Sa pensée nous est donc tout à fait précieuse, je dis cela sincèrement, même si je souris. Le débat montrera comment les mobilités peuvent être appréhendées de bien des points de vue, et notamment celui des praticiens. Je suis heureux d'accueillir également Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg, vice-président de la communauté urbaine et président de la CTS, n'y voyez pas un quelconque cumul, et Jean-Philippe Lally, directeur général de la CTS. Praticien, mais aussi penseur, co-constructeur d'un système des mobilités à l'échelle de la métropole. Quelle est votre position par rapport à cette nouvelle philosophie des mobilités et quels sont vos besoins pour vous y adapter ? Celui des chercheurs, bien que Christiana Mazzoni soit aussi praticienne en tant qu'architecte, le regard sensible et les théories développées dans vos métiers donnent-elles un point de vue ou un cadre différent à cette question ? Alors Alfred, je suis heureux de te céder la parole. Je vais t'écouter, on va dire, religieusement, parce que c'est toujours comme ça que l'on fait quand tu parles. Merci, Monsieur le Président, pour cette très élogieuse introduction. Et je vais essayer d'être à la hauteur de vos attentes. Avec effectivement une histoire qui a maintenant 20 ans, mais 35 ans à l'époque. Si on m'avait dit qu'à cette époque-là, que 20 ans après, j'y serais encore, waouh. Si on m'avait dit en plus que tout ce que ça m'a amené, ça aurait été waouh, waouh. Mais donc, on ne va pas faire non plus une réunion d'anciens combattants, même si on pourrait raconter des histoires, des jours entiers sur un projet comme ça qui touche à peu près à tous les aspects de la vie collective. Mais je sais de choisir quelques moments forts dans ce travail de 20 ans, prendre un petit peu de recul pour dire, au fond, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a changé, et ensuite d'ouvrir, dans la deuxième partie de cet exposé, sur maintenant on fait quoi, hein, puisque c'est la question, dans cette période très incertaine dans laquelle nous vivons, je pense que ce sujet est totalement ouvert. Pour commencer, quand même, il faut rappeler que, même si ça fait 20 ans qu'on retravaille sur le tramway moderne, il y a 45 ans, on a mis le feu à l'ancien. Ce n'est pas vieux non plus. Hein, et comme on le fait toujours de manière assez radicale dans cette ville, la CTS avait fait un grand feu dans son dépôt avec un panache dont fumée qu'on voyait jusqu'à Truchtersheim pour qu'on enterre finalement assez dignement cette époque. Mais, vous savez, on n'invente pas grand-chose parce que très souvent, quand on a posé les nouveaux rails, en grattant un peu le bitume, on retombait sur les rails sur lesquels on circulait, mon grand-père, ma grand-mère. Donc, tout ce qu'on vit aujourd'hui, il faut un peu le relativiser en fonction de cette histoire qui, somme toute, est très récente quand on se met à l'échelle du temps d'une ville. Et puis, on a aussi, à un moment très
ce sont toujours des moments charnières dans l'histoire des villes. Ça aurait pu basculer dans une autre histoire, qui est celle des métros, qui à l'époque, il y a 20 ans, on était encore dans la grande époque de la voiture. Les grands ingénieurs en chef des réseaux routiers. Et je crois que Strasbourg était à 2 doigts de s'engager dans cette direction-là, qui aurait donné un autre cours. Je ne serais pas là ce soir, peut-être personne ne serait là ce soir. Ce serait une autre histoire, mais quand je vois les villes comme Toulouse, comme Lille, comme Rennes, qui se sont engagées dans cette voie, aujourd'hui, elles le regrettent amèrement, et elles sont d'ailleurs toutes en train de revenir sur des projets de tramway. 1, parce que c'est impayable, et 2, parce que c'est des systèmes qui sont extrêmement lourds à mettre en place et qui ont finalement généré peu de choses en termes de changement d'habitude. C'était l'avantage de l'époque. On disait « enterrons le transport collectif pour ne pas déranger la surface ». Et puis, dans cette époque-là, donc la grande époque du voiture, j'aime beaucoup photographier les villes vues du haut. Ça, c'est en arrivant sur Orly, c'est une vue comme ça que j'avais pris d'un hublot sur Marne-la-Vallée. Voilà, en gros, on en est aujourd'hui encore sur cette question de la mobilité urbaine. On voit bien que qui est-ce qui a fait les villes dans les 20 dernières années? Ce ne sont pas les urbanistes, ce ne sont pas les architectes, ce sont les ingénieurs des voiries qui l'ont fait, avec cette brochette de ronds-points qui montre à quel point on était dans un régime dissocié. D'un côté, tout ce qui circule, et de l'autre côté, on remplit avec la chair urbaine. Cette manière de faire, à des degrés plus ou moins différents, plus ou moins, a fait les villes telles qu'on les connaît aujourd'hui, la ville périurbaine, qui redevient le sujet des sujets dans le cadre de la lutte contre l'étalement urbain. Cette question donc, du tramway, donc à ce moment charnière, avait plutôt mal commencé. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de l'affaire des marronniers. Je passais tout à l'heure à pied sur le quai Kléber en arrivant ici. Les marronniers, entre-temps, ont bien repoussé. On ne voit même plus que c'était des marronniers relativement jeunes. Mais disons que, quand même, l'histoire avait plutôt commencé de manière assez violente. Le 15 août, les gens attachés dans les arbres, les CRS qui dégagent les gens pour pouvoir couper les arbres qu'on traînait à travers Strasbourg pour les brûler au dépôt de la CTS. Enfin, ça rappelle des vieux souvenirs. Il faut voir que ça a commencé plutôt de façon assez brutale. Et puis, c'est ici que tout a commencé finalement sur les premiers rails qu'on a posés sur l'avenue Cervantes à Repierre. Il y a beaucoup d'amis aujourd'hui qui sont dans cette salle, qui ont participé à cette aventure. Donc je parle un peu leur nom aussi ce soir, parce que c'est quand même une aventure collective, un projet comme ça. Et c'est vraiment, quand on a commencé à ce moment-là à travailler sur les premiers mètres, on se disait qu'on n'y arriverait jamais, parce qu'il y avait tellement de sujets qui s'accumulaient ou qui s'agrégeaient les uns aux autres dans un secteur qui était forcément le plus difficile. Mais c'est là que s'est commencé à se forger cette culture qui, 20 ans après, a fait ce que vous connaissez. J'ai appelé ça l'époque héroïque, la première ligne, donc celle qui va de Haute-Pierre à Baggersee, parce que l'époque, le maire André Dur, le maire d'Ilkirch, ne voulait absolument pas entendre parler du tramway, donc il s'était arrêté un peu devant le panneau d'entrée de sa commune. C'était l'époque héroïque parce que je pense qu'on avait à peu près tout le monde contre nous. Tout le monde, c'était un débat très vif sur la légitimité même du projet. Il y avait énormément de débats sur cette question, métro, Val, tramway, mais il y avait aussi dans les rues, dans la vie quotidienne, dans les réunions de concertation, une espèce d'agressivité extraordinaire. Je me souviendrai toujours d'un boucher qui m'a couru après dans la rue avec un couteau. Voilà, on en était à l'époque du débat. C'était musclé, mais c'était... Catherine Trottmann n'est pas là ce soir, mais je pense qu'il faut lui rendre hommage parce qu'elle avait pris cette histoire à bras-le-corps et je peux dire qu'on avait 1000 raisons pour rendre le tablier, tellement à l'époque on nous prenait pour des fous. Mais qui se souvient encore aujourd'hui que sur l'avenue des Francs-Bourgeois, il y avait 4 voies de circulation,
que le centre-ville de Strasbourg était un bypass extraordinaire pour aller du nord au sud. Tout ça, aujourd'hui, paraît si évident, c'est évident. Donc, et c'est bien la qualité d'un projet. Une fois que c'est fait, on dit, ben voilà, ça aurait dû toujours être comme ça. Donc, cette époque héroïque, d'ailleurs, a fait qu'il y a des moments donnés, on a pris des décisions qui ont été prises dans la masse des choses à faire. Et, par exemple, l'idée de mettre la station à l'époque sur ce trou de bombe qui est la place de l'Homme de Fer, qui est devenu ensuite le principal nœud d'échange du système global, que peut-être qu'il est un peu trop petit par rapport à l'ampleur qu'a pris, mais qui, à l'époque, aurait pu dire l'ampleur qu'allait prendre ce sujet. Mais voilà, c'est l'histoire, on la refait pas, et à l'époque, c'était évidemment un choix qui, par rapport à la place Kléber, était plutôt assez pertinent, par rapport nord-sud, est-ouest aussi, mais c'est vrai que par rapport à d'autres villes qui, plus tard, ont fait le réseau, comme Bordeaux, par exemple, a fait son principal nœud de correspondance sur la place des Quinconces, évidemment, c'est beaucoup plus adapté que cet endroit où parfois on joue un peu des coudes maintenant le soir, ce qui peut poser problème dans la perspective d'évolution de ce réseau. Et puis il y a aussi des choses, des réussites qui ne sont pas aussi spectaculaires, mais qui font partie de la popularité de ce projet. J'ai pris quelques carottes comme ça dans une photothèque qui est énorme, par exemple l'île Lombardie, juste entre la place de l'Étoile et le Neudorf. C'est un petit passage qu'on avait ouvert à l'époque, qui était une emprise réservée pour une pénétrante urbaine qui devait arriver là. Ce sont des petits moments qui sont des lieux maintenant qui sont devenus des vrais espaces publics, et je pense qu'un grand projet, ce n'est pas fait que de grands gestes, c'est fait de plein de choses qui font qu'à un moment donné, ces projets deviennent des vrais projets de ville. L'avenue de Colmar, à l'époque, je me souviens d'André Gérard, qui est l'ancien maire de Colmar, qui était venu inaugurer cette avenue, qui nous a fait beaucoup de soucis, parce que la transformation d'une voie rapide, pénétrante, en un boulevard n'allait pas de soi. Il fallait déplacer tous les réseaux, planter les arbres, tous ces sujets qui étaient dans une culture d'espace public quasiment inexistante. On se demandait bien pourquoi on se donnait tant de peine. Aujourd'hui, on comprend mieux, les arbres ont poussé, le paysage s'est reconstitué, et le tramway, dedans, est un des thèmes, mais finalement, je dis toujours, finalement, le bon projet, c'est le projet qu'on aurait pu faire sans le tram, mais qu'on n'aurait jamais fait parce qu'on n'a pas l'outil pour le faire. Voilà, donc la première époque, c'est l'époque héroïque. La deuxième époque, c'est donc la deuxième ligne, B et C, c'est l'époque de l'espace public. C'est la grande époque de Barcelone où on allait tous voir ce qui se faisait là-bas comme on va à la Mecque. Et vous voyez, j'aime beaucoup cette image du boulevard de la Victoire. 600 places de stationnement sur le terre-plein central, un peu garé en désordre, mais c'est normal, c'est les étudiants. Et puis aujourd'hui, la Ramblas de Strasbourg, cette espèce de grand promenoir qui fait parfois quelques sueurs froides à la CTS, parce que, évidemment, la ville, c'est du frottement, et le frottement, c'est pas forcément compatible avec la vitesse, avec la sécurité. Mais c'est bien ça, la ville. C'est pas chacun dans son tuyau, sinon on serait les rois du monde. C'est comment on arrive à faire coexister. Monsieur le Président, vous parliez tout à l'heure de la complexité de la société urbaine dans une période très individualisée, mais c'est précisément à ce moment-là que l'espace public joue un rôle essentiel, parce que c'est le lieu dans lequel tous les conflits se retrouvent, ce qui n'est pas toujours très facile à gérer quand vous avez des décisions à prendre entre les différents groupes de pression. Mais voilà, l'intérêt général, c'est d'arriver à fabriquer un système dans lequel à peu près tout le monde se retrouve, même si ce n'est pas parfait, mais que cette coexistence fait ville et fait l'attractivité de ces espaces. On m'avait dit à l'époque combien d'études ont été faites sur le campus, qui disait le boulevard de la Victoire, c'est une espèce de barrière entre le campus historique et le campus moderne. Bon, voilà, j'ai pris cette étude et j'ai dit, on va faire cette relation qui n'existe pas aujourd'hui à travers notre Ramblas strasbourgeoise, qui est un promenoir qu'on pratique aussi bien sur sa longueur que transversalement quand on va d'un cours à l'autre, par exemple. C'est
un projet, et ce que j'aime beaucoup dans les tramways, c'est que c'est un projet très, très souple, très malléable, dans lequel on peut travailler sur le mode majeur quand on a des espaces qu'on doit restructurer ou donner de la personnalité, mais on peut exactement prendre le contre-pied quand on a des espaces qui sont majeurs et dans lesquels on doit passer sur la pointe des pieds. Et je trouve que la place de la République, de ce point de vue-là, est un exemple parfait parce que finalement, on n'a pas changé cette place, mais la place a complètement changé. Ses usages ont changé. La manière, sa position dans la ville, c'est redevenu une place exclusivement dédiée à la commémoration. À l'époque pré-tram, elle est devenue un lieu de vie dans lequel plein d'usages se croisent dans un des pôles de connexion secondaires, mais qui a pris beaucoup d'importance. Mais ça n'a pas changé la place, mais ça a juste conforté dans son rôle de place publique. J'aurais pu, je n'ai pas mis la photo de l'avenue de la Marseillaise avec le portail à côté du musée de Tommy, mais là aussi, il y avait 4 voies de circulation sur l'avenue de la Marseillaise. Tout ça, aujourd'hui, quand je vois ce soir la terrasse du TNS, comme ces espaces-là qui, à l'époque-là, n'étaient pas pensés pour ça, comment ils se sont progressivement adaptés à cette nouvelle situation. Je pense qu'on peut être très fiers collectivement de ce travail de fond. Voilà le contre-pied, je dirais, du travail sur la posture pointe des pieds. On peut aussi travailler en mode majeur, quand il le faut, sur l'avenue du Général de Gaulle, à l'Esplanade, par exemple. On a sorti ce qu'on sait faire quand on travaille sur ce type d'espace, en essayant de refaire de cette avenue qui est inachevée, puisque Gustav Stoskopf avait prévu de mettre une tour au fond, tour qui ne s'est jamais réalisée. Mais donc on a quelque part compensé le fait qu'il n'y aura jamais cette tour par une avenue qui se suffit un peu en elle-même, si je puis dire, avec cette ponctuation d'œuvres d'art qui datent de la même époque que l'Esplanade, pour donner une petite touche et l'hommage d'urbanisme des années 60. Les UP sont très décriés aujourd'hui, parfois à juste raison et parfois non. Ici, on a un très bel exemple comme quoi cet urbanisme de cette époque-là n'était pas aussi mauvais qu'on le dit parfois, ce qui montre bien qu'il faut être très nuancé quand on fait un bilan sur l'histoire récente dans notre métier, parce que, au fond, les vrais problèmes qu'on rencontre dans la majorité des quartiers périphériques datant de cette époque ne sont pas liés à l'architecture, ne sont pas liés à l'urbanisme, mais sont liés au fait que ce sont devenus des lieux de relégation, très souvent, où on a mis tous les gens qu'on ne savait pas mettre ailleurs. Donc, cette question, elle a été abordée aussi à maintes fois par le tramway. J'ai une ou deux images sur ce sujet. Je ne pouvais pas, au passage, évoquer le viaduc Kennedy. Churchill, pardon. C'est un moment qui a été particulièrement intéressant parce que voilà, vous voyez en haut ce viaduc qui faisait 600 mètres de long, dont il restait un petit escalier qui a disparu aussi récemment, mais qui a permis dans le grand projet Strasbourg-Quelle, qui aujourd'hui a largement dépassé cette avenue, a permis de redonner cette fluidité, cette qualité d'espace public, de reconnecter au passage l'esplanade avec l'avenue du Rhin et de permettre ensuite, vous voyez, les photos sont pas si vieilles que ça, mais elles sont déjà dépassées, puisqu'aujourd'hui la ville s'est bien rapprochée de cette avenue et a fait que finalement ce travail correctif, ce processus correctif finalement sur les excès de cette époque-là se sont relativement rapidement cicatrisés. Je parlais tout à l'heure des situations dans lesquelles le tramway a croisé les projets de rénovation urbaine. Je pense que c'est intéressant de refaire aujourd'hui le tour de l'Elzo, de la cité des Hirondelles, de la cité du Neuhof, pour voir à quel point... Alors,
ne faut pas toujours tout mettre au tram, parce que le tram n'a été qu'un des éléments, et particulièrement sur le Neuhof, on peut dire que le fait d'avoir pu croiser à ce moment-là un projet de rénovation urbaine assez ambitieux avec l'arrivée du tramway a permis au tramway de faire levier sur le projet de rénovation urbaine, et c'est la somme des deux qui a fait qu'il y a quelque chose, enfin c'est un peu mon impression, je ne sais pas si vous la partagez, mais il y a quelque chose qui a vraiment changé dans ces cités. C'est devenu d'ailleurs une sorte de recette en France qui est un peu gênant parfois, parce que pour beaucoup d'élus aujourd'hui, dès qu'il y a un problème urbain, on dit on va mettre le tram. Donc c'est un réflexe assez honorifique pour le tramway, mais il faut rappeler que ce n'est pas à lui seul apporter l'ensemble des problèmes urbains. Mais c'est vrai qu'il arrive, par son échelle, à donner quelque chose qui dépasse le quartier lui-même, et de ce fait-là, faire sens dans un processus de rénovation de ce type-là. Voilà, donc je pense que c'est un exemple. C'est très difficile à photographier, mais je trouve que cette façon de prendre ces sujets a été un des processus qui a bien marché dans la rénovation urbaine en France, qui par ailleurs n'a pas tant de succès que ça à se mettre sous la dent, donc on peut en profiter. Et puis, c'est vrai aussi pour les projets de développement urbain dans lesquels, vous voyez, le tramway, il faut un peu le chercher. Il est pris dans cette histoire. Il n'est pas la star de cette histoire, mais souvent, il est le déclencheur de l'histoire. Et le quai Bévin, André s'en souviendra certainement, qui était une rue banale, quoi, alors qu'elle est au centre de tous les équipements, grands équipements européens. Le quai, l'eau, tout ce système-là fait qu'aujourd'hui, a posteriori presque, le tramway a soudé tous ces morceaux, tous ces bâtiments, et fait qu'aujourd'hui, c'est un quartier qui se visite à pied et pas simplement en bateau ou en voiture. Et puis, la dernière époque, donc c'est la troisième génération de tramways, je les ai appelés les tramways urbanistiques. Ce sont les tramways dans lesquels, les projets de tramways dans lesquels la ville et la mobilité se conçoivent en même temps. Et j'ai eu le grand privilège de pouvoir travailler avec Bernard Reichen sur le projet des Deux Rives, qui est un des grands projets d'urbanisme pour Strasbourg. C'est ici que va se jouer la façade rhénane de Strasbourg, qui arrive une fois tous les millénaires, il ne faut pas la rater, et que cette imbrication, cette façon de mélanger des questions de mobilité et des questions d'urbanité a fait que s'est développé sur ce site très particulier qui croise des logiques portuaires nord-sud avec des logiques urbaines est-ouest, se fabrique ce que Bernard Reichen appelle l'urbanisme du petit pousset, c'est-à-dire qu'on égrène finalement des quartiers dont on cherche à donner une différenciation très forte, l'un par rapport à l'autre. La Citadelle ici, la Starlet, la COP, Port du Rhin, le quartier de la gare de Kehl, le centre-ville de Kehl. Donc ce sont une suite de situations qui fabriquent une ville très particulière dans laquelle on n'est plus dans la ville post-19e avec la ville tramée, avec ses avenues, ses rues. On est dans autre chose. Le site nous aide bien pour une chose, parce qu'il est très difficilement accessible en voiture. Donc on a juste poussé un peu le tram pour qu'il rentre vraiment et qu'il en soit le principal élément moteur de ce projet. Il n'y a pas d'équivalent, je pense, en France, mais si nous rappelons là aussi, pour ça qu'il faut toujours revenir un peu sur l'histoire, que quand le quartier allemand a été construit, le Kaiser a fait exactement pareil. Il a remblayé le Marais, il a tiré des avenues, il a mis le tram dessus et il a construit derrière. Donc, vous voyez, là aussi, l'histoire, finalement, même si aujourd'hui on ne travaille plus avec les mêmes ressorts, mais la démarche, le processus, il y a un siècle passé, était déjà de dire c'est par le transport public qu'on dessine les grands tracés urbains. Voilà une des stations, donc
sur un des plus beaux terrains que la ville peut urbaniser dans les années à venir. C'est le Mall de la Citadelle, un terrain entouré d'eau sur 3 côtés, et une station qui sera juste en bout de mall ici, avec ou sans piscine. Ça, c'est des sujets qui vont... mais que ce serait beau de pouvoir sortir du tram et se baigner directement. Quand je dis que c'était l'époque urbanistique, donc effectivement, le projet des 2 rives est sans doute le projet le plus important, mais quand je fais un peu le tour des projets d'urbanisme, de développement urbain sur la communauté urbaine, c'est pas le seul, il y en a bien d'autres. J'ai pris l'exemple de l'écoquartier des Rives du Bory, par exemple, qui est c'est pas un bébé tram, mais quand même, il est né en même temps que cette infrastructure qui relie Strasbourg à Lingolsheim. Il y a les Frondilkirch, qui sont un projet de mon ami Alexandre Bouton, qui a pris... vous voyez, on a un peu du mal à reconnaître l'avenue de Colmar, mais qui est là. Mais on se souvient qu'à cet endroit, il y avait, il y a encore 20 ans, un rond-point, un gros rond-point plantureux, qu'on a supprimé. Entre-temps, j'en ai supprimé beaucoup. Ça a été même, pendant une époque, une de mes grandes passions, de supprimer des ronds-points, parce que les Anglais m'appellent le Round Point Killer. Mais je me suis aperçu que quand j'en détruisais un, les ingénieurs en créaient 4. Alors, on peut se dire que c'est un gage d'avenir pour notre profession, mais en même temps, c'est un peu désespérant. Donc, la mode m'a un peu passé, surtout depuis qu'à Montpellier, j'ai réussi à tuer 4 d'un coup. Dernier projet, les Halles, qui sont dans cette famille de projets qui sont totalement imbriqués dans un projet mobilité, transport. Ce projet qui est encore loin d'être abouti et mûri est parti du principe que l'ouverture du centre commercial, cette espèce de rocher qui date des années 70, vers le nord, pour élargir le centre-ville, ce que cette centre-ville a besoin, ne fonctionne que si on peut installer sur le boulevard Wilson un pôle d'échange qui déleste une partie, le quai Kléber, de ses fonctions de transport public. Donc vous voyez, c'est un peu une école. L'école française du tramway, pour moi, c'est devenu aujourd'hui une école de la ville. Ça a dépassé très largement les questions de mobilité. Les formes urbaines, la manière de pratiquer l'espace urbain a été initiée probablement parce que le tramway arrivait au bon moment, à une époque où on ne parlait pas encore du durable, mais c'était déjà un petit peu en l'air. Et c'est finalement, il est arrivé au bon moment, parce que c'est grâce à ces projets-là que toute la philosophie sur le durable s'est installée. Voilà, très rapidement les 3 grandes périodes telles que je les ai vécues moi sur cette histoire. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est on a un réseau robuste, même si un réseau est toujours perfectible, mais on a 65 km de ligne, on a 83 stations, on a 12 hectares de gazon, c'est 2 fois les Comtades. On a planté 7000 arbres, on transporte 320 000 véhicules par jour avec 80 rames. Donc c'est quelque chose qui est devenu quelque chose d'extrêmement puissant dans cette ville. Et la question qu'on peut se poser au bout de 20 ans, et maintenant on fait quoi? Parce qu'on peut considérer que globalement, même si le réseau est toujours perfectible, l'autre jour on m'a demandé à Lausanne de travailler sur un projet de transport public, alors qu'il y a déjà un projet pratiquement dans chaque rue. Donc vous voyez, même dans les villes qui sont déjà au summum du transport public, on cherche toujours, parce que c'est la nature humaine, de perfectionner le système. Mais c'est le perfectionnement du perfectionnement. Si je prends un tout petit peu de recul sur ce qui s'est passé à cette époque-là, pendant ces 20 ans, on s'aperçoit que, et ça vous le ressentez, je pense tous, quand vous vous promenez en ville, et quand vous faites la comparaison avec d'autres villes de même taille, que la marche à pied est devenue nettement plus agréable, même si, en termes de nombre, elle n'a pas forcément beaucoup augmenté. Par contre, ce qui a vraiment augmenté, ce sont la part modale dédiée au vélo,
happé par la part modale qui est dédiée au transport public. Donc vous voyez que quand même, si on fait un schéma comme ça, bon, qui est très centré sur le centre-ville, ce n'est pas vrai forcément d'une manière aussi forte dans l'ensemble de la communauté urbaine, on voit bien quand même qu'il y a encore une énorme progression possible, sans doute sur la marche à pied, mais que le système transport public plus vélo, ce qui n'était pas forcément écrit au départ, parce que quand on voit la première ligne, il y a finalement peu de pistes cyclables qui ont été fabriquées parallèlement au tram, mais quand il y a eu un vrai réseau installé, le vélo a décollé en même temps que le tramway. La deuxième chose, c'est sur le commerce. J'ai essayé de replonger un peu dans l'observatoire du tramway parce que c'est des choses moins visibles que ce qu'on voit physiquement sur l'espace public. Quels ont été les effets sur le commerce dans le centre-ville et sur les lignes sur lesquelles on a été confronté au tram. C'est intéressant parce que Dieu sait que le dialogue avec les commerçants a été parfois très difficile, plus maintenant, mais au début de l'histoire, c'était particulièrement vrai. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que partout où le tramway est passé, le commerce est resté, alors que sur d'autres faubourgs, il y a eu une déprise du commerce. Donc, contrairement à ce que beaucoup ont dit, le tramway n'a pas tué le commerce, il a plutôt conforté. Au centre-ville, il y a un effet centre-ville qui s'est cumulé avec l'effet tram, qui a fait que, évidemment, la valeur des cellules commerciales a très fortement augmenté, ce qui fait qu'il y a, peut-être, on n'est pas là que pour se lancer des fleurs, il y a peut-être aussi une forme de commerce qui a disparu de l'hypercentre. Je pense à la maison de la presse, par exemple, ou des commerces, il n'y a plus qu'un boucher dans toute la ville. Enfin, tous ces commerces qui ont, à un moment donné, n'avaient plus les moyens de se payer des loyers tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui, sont probablement un effet excessif de cette valorisation des espaces publics. Et puis, sur le logement, on a vu que, avec un petit peu de retard, il y a un retour aujourd'hui sur la ville. C'est un phénomène qui est très, très fort, dont on est encore au balbutiement, mais on voit bien qu'il y a un nouvel attrait sur la ville et qu'il suffit de regarder les DNA le dimanche dans le cahier immobilier pour voir qu'à chaque fois qu'il y a un appartement à vendre, quand il y a proximité du tram, c'est bien signalé, proximité du tram, comme d'ailleurs dans toutes les villes qui ont des réseaux de transport. Donc je pense que cette présence d'un système de mobilité très, très robuste, d'un côté réattire un certain nombre d'investissements en termes de logement sur la ville dense, qui est plutôt bien par rapport à cette lutte qu'on a aujourd'hui à régler avec la question de l'étalement urbain. Après, il y a encore dans les formes urbaines, dans la manière d'installer cette question, notamment dans ce rapport densité-nature, beaucoup de choses qui sont perfectibles. Voilà pour Strasbourg et la communauté urbaine dense. Je crois que je disais tout à l'heure, ce système est certes perfectible. Il y a d'autres extensions qui sont soit planifiées ou qui seront réalisées dans les 15 ans à venir. Mais le vrai sujet, de mon point de vue, n'est plus là. Le vrai sujet, c'est aujourd'hui, comme disait le président, c'est la métropole, quoi. C'est-à-dire comment on arrive à faire que ce qui fonctionne très bien aujourd'hui sur la plaque urbaine dense finisse par créer ces ramifications pour que, si vous êtes un habitant de Haguenau, de Saverne, d'Offenbourg, d'Irstein, vous soyez dans un système aussi connecté que sur la plaque. On va dire qu'il ne se passe rien. J'ai essayé de faire un peu le point sur l'ensemble des sujets sur lesquels on a eu l'occasion de travailler. D'abord, le tram-train, qui a été un projet dont on parle moins maintenant, mais qui a un peu planté là devant le tunnel de la Poste, qui ne s'ouvre pas, qui s'ouvrira probablement pas. Donc,
C'est une belle utopie, hein, M. Guimler, qui a été... On y a cru à une époque, on y a d'autant cru qu'à une centaine de kilomètres de Strasbourg circule un modèle qui fonctionne remarquablement bien sur une ville qui a une taille un peu comparable. Mais voilà, bon, on est dans un système institutionnel, un système de gouvernance différent. Puis on s'aperçoit aussi que la contenance d'un tram-train n'est quand même pas celle d'un TER et que je vois bien que sur Karlsruhe, très souvent, ils sont obligés à rouler avec 3 voitures accolées, ce qui marche quand on est à l'extérieur de la ville, mais qui est très difficilement concevable quand on est en milieu dense. Donc c'est une belle histoire qui, pour l'instant, s'est arrêtée net devant le tunnel de la Poste. Le réseau TER est un réseau qui aujourd'hui est un des meilleurs de France. Il est vraiment dans les 3 ou 4 meilleurs réseaux. Mais ce réseau, aujourd'hui, il est presque sous-capacitaire par rapport à la demande. Si vous prenez de temps en temps le TER 200 aux heures de pointe, vous comprenez qu'il y a besoin de passer un cran au-dessus, probablement, c'est ce que j'ai résumé, avec plus de cadencement, c'est-à-dire de passer de l'heure à la demi-heure, avec des rames plus grandes, des rames à 2 niveaux probablement, pour permettre de continuer à jouer son rôle de colonne vertébrale du système métropolitain. Et puis, il y a aussi un grand besoin d'être mieux connecté aux autres réseaux. C'est une des grandes faiblesses du système français, du fait du millefeuille en termes de gouvernance. On a autant de réseaux qu'on a d'institutions et que j'ai beaucoup travaillé sur la région parisienne. À Strasbourg, c'est un paradis de ce point de vue-là, mais je mesurais, par exemple, sur le Grand Paris, à quel point personne aujourd'hui n'est capable de donner même un raisonnement cohérent sur ce qui se passe réellement dans la région parisienne. Je ne parle pas de fabriquer les systèmes interconnectés. Donc, ce n'est pas un hasard que, finalement, le Grand Paris a donné naissance au Grand 8, ce métro souterrain qui, d'année en année, s'enfonce de plus en plus. À chaque fois qu'il y a une difficulté, on passe 20, 30 mètres plus bas. Bientôt, on va marcher autant pour aller jusqu'au tram, jusqu'à la station, au métro, jusqu'à la station suivante. C'est la seule chose qu'on est capable de faire dans ce genre de métropole, dans lequel il n'y a aucune gouvernance qui décide de l'ensemble des réseaux. C'est un petit exemple que j'ai pris à Saverne. On avait fait ce projet il y a une dizaine d'années où on a essayé de réunir le TER, les bus départementaux et un parking qui se trouve juste en dessous. Concentrer, croiser, revenir au même endroit et développer autour d'un espace public. Voilà un des thèmes qui marche si bien en Suisse, qui marche assez bien en Allemagne et qui marche si mal en France. Des embryons, des bons exemples. Fragmentairement, j'ai pris ce parking, un étage qui a été construit au bord de l'Aix-83, à l'entrée, juste au niveau d'Irstein, justement à l'endroit où commence le bouchon du matin. Donc ça tombe plutôt bien, c'est un peu un hasard, mais ça tombe plutôt bien parce que c'est une invitation, quelle plus belle invitation, de laisser sa voiture à ce niveau-là. Notre intérêt, pour la communauté urbaine en tout cas, c'est de capter ces flux le plus loin possible pour éviter qu'on soit dans cette avalanche d'encombrement de voitures matin et soir, presque toute la journée maintenant, sur les grands axes structurants de la communauté urbaine. Un autre exemple qui, à l'époque, n'allait pas de soi, c'est le terminus Eunheim qu'a dessiné Zaha Hadid, où on voit cette ligne de chemin de fer. C'est pour ça qu'on avait positionné ce terminus à cet endroit-là. C'est la ligne TER qui va sur Lauterbourg, la station terminus du tram, dont on, à l'époque, d'ailleurs, on avait imaginé qu'un jour, peut-être avec le tram-train, il suffirait de rajouter la rampe pour connecter les deux systèmes. Mais même si les deux systèmes ne se connectent pas, ils se connectent quand même. Et ce qui, à l'époque, n'était pas du tout évident. La SNCF avait fait la moue quand on avait proposé de créer une halte ferroviaire à cet endroit-là. Mais il faut quand même voir qu'aujourd'hui, ce genre de pôles d'interconnexion qui sont un peu à l'extérieur de la plaque dense sont des vrais
les Anglais disent connecting points, ce sont des endroits sur lesquels on peut, en les connectant bien, utiliser bien mieux les différents réseaux qui existent aujourd'hui. C'est la même chose pour le pont Suchard, un autre endroit où train, tramway se croisent. Pareil, c'est une gare qui a été remis en fonction un peu après d'ailleurs le tram et qui aujourd'hui joue son rôle. Il manque d'ailleurs probablement une troisième gare quelque part sur le projet de Deux-Rives après le Rhin, quand le projet de Deux-Rives aura pris sa pleine puissance pour avoir ce rythme des gares qui permet de faire des pôles d'échange secondaires entre les différents réseaux. Ces pôles secondaires, c'est intéressant de regarder un peu ce qui se passe dans les différentes communes. Ça, c'est la gare de Molsheim. Cette gare de Molsheim est assez révélatrice encore aujourd'hui de l'état de la pensée sur la question de la plurimodalité. Vous voyez, c'est cette espèce l'endroit, alors qu'on est en plein milieu de Molsheim, dans une des communes les plus riches d'Alsace, on a l'impression d'être dans une vulgaire gare de périphérie, je ne sais où. Et donc on avait, et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant de voir, en même temps que se développe le réseau métropolitain, il faut bien s'intéresser à l'urbanisme de ces villes-là, parce que le danger, c'est qu'on a le même effet que sur les grands réseaux, c'est que ça favorise l'étalement urbain. Hein. Donc, je pense que c'est un sujet dont il faut être extrêmement vigilant quand on développe les réseaux à cette échelle-là, de verrouiller les terrains agricoles et de faire, comme on le fait en ce moment sur Strasbourg, de réinvestir. Alors, il y a des gares où il y a plus ou moins de potentiel. J'ai pris celle de Molsheim parce que j'ai pris une petite gare, celle de Dubikheim, qui est une gare un peu en pleine nature. Je n'ai pas trouvé encore de bon exemple de dire à Obermodern, à Ingwiller, je ne sais pas où, de trouver des villes, des petites villes qui donnent ce travail. Donc, j'ai pris une perspective, mais elle n'illustre pas très bien ce propos, donc je passe. C'est le projet de Haguenau, sur la gare de Haguenau, qui est aussi un projet qui est un peu dans la même filière que celui de Molsheim, où on voit bien que ce travail de réunification des projets urbains et des projets de mobilité commence à véritablement sortir des limites de la communauté urbaine. Et cette chose-là va de pair avec le développement de ces réseaux métropolitains. Il y a le TSPO, qui est, j'appelle un peu l'école pragmatique du transport public, qui, au fond, a récupéré de la surface. C'est pas idiot, ça permet à moindre frais de faire un système. Et puis, moi, je viens de livrer la traversée de Marlenheim, où on voit que, progressivement, ces réseaux s'installent aussi dans ces communes-là qui... Bon, j'ai encore un peu de mal, vous voyez, c'est à sortir les voitures de la place, mais ça finira par venir que même dans ces communes, on se dit, mais quand même, pour aller de chez soi, chez le boucher, il y a 40 mètres, on n'a quand même pas besoin de prendre la voiture, quoi. Donc, on en est encore un peu là, quoi, sur ces communes-là. C'est donc un long cheminement, un long processus, mais que je vois de façon relativement optimiste. Ensuite, il y a un sujet très brûlant sur Strasbourg, mais qui concerne aussi ce système de déplacement métropolitain, c'est le GCO, avec cette infrastructure nouvelle qui a fait débat depuis 30 ans dans cette ville, qui va enfin sortir, en tout cas l'appel d'offres est relancé. Je rappelle toujours au passage que dans d'autres villes comme Lyon, qui est un peu devenue ma deuxième ville aujourd'hui, ils sont au troisième contournement, pas au deuxième, donc pour prendre une référence avec une ville qui se développe à vitesse grand V, et que la vraie opportunité, justement, c'est de profiter de cette infrastructure nouvelle, de revoir l'ancienne, qui est une autoroute qui est extrêmement pénalisante pour le développement strasbourgeois, parce que c'est une source de pollution, c'est une source de nuisance, et elle a quand même écarté les faubourgs du centre-ville avec une césure d'une violence inouïe. Alors ça, c'est des images qu'on avait faites un peu sorties de la Manche, comme on dit, vues d'artistes, comme on dit parfois dans les journaux, pour montrer le potentiel qu'on pouvait développer en approche de Strasbourg, en mettant en site propre les systèmes vertueux
Et sur Strasbourg, en retravaillant l'autoroute, en lui gardant sa capacité actuelle, en ne touchant pas forcément au plateau, mais en revoyant très fortement la manière dont ce système se connecte avec le réseau structurant, les boulevards, l'avenue des Vosges, etc. Et au passage, peut-être, de reconstituer en partie quand même la coulée verte, qui a été la ceinture verte, pardon, qui a été quand même laminée par cette infrastructure. Vous voyez, ça aussi, un jour, ça fera partie des photos de musée, parce que, waouh, hein, quand même, ces plats de nouilles sont quand même une époque quoi, qui a été d'une violence inouïe. Elle a fabriqué, elle a désertifié la place de Haguenau, les conséquences secondaires de ces projets-là ont été redoutables. Strasbourg a échappé au pire. Je connais beaucoup d'autres villes qui ont été encore plus radicales dans cette époque-là et que parfois c'est pratiquement impossible de revenir en arrière tellement si vous prenez à Lyon par exemple le quartier de Perrache, qui est un sujet qu'un jour j'aimerais bien traiter, voilà, on a du mal à imaginer comment on peut revenir en arrière sur des intrusions aussi violentes. Puis la troisième échelle, c'est l'échelle de la grande région. Donc, je ne sais pas quelle forme elle aura in fine. Est-ce que dès qu'on sera sorti de Paris, on sera déjà chez nous, à 15 km Après tout, pourquoi? J'aime bien le champagne. Mais la géographie ne trompe jamais, quoi. Donc, on va dire que il y a une région économique qui, elle s'impose d'une façon pratiquement hors institution. C'est le système, j'aurais pu rajouter Luxembourg d'ailleurs, mais c'est le système Karlsruhe-Bâle, avec Bâle, qui est une ville qui en ce moment a vraiment le vent en poupe, Fribourg, j'ai oublié Colmar, Strasbourg, Baden-Baden, Karlsruhe. Jamais travaillé à Colmar, donc je me venge. Cette région-là, cette unité, donc entre deux bords, la forêt noire d'un côté, les Vosges de l'autre, le Rhin au milieu, c'est vraiment un des thèmes. Je dis toujours, mais connaissez-vous une région au monde où il y a 7 voies de chemin de fer parallèles? Ça n'existe nulle part. Nulle part au monde, vous avez 7 voies. Or, nous avons 4 voies du côté allemand, nous avons 3 voies du côté français. 7 voies de chemin de fer parallèles. Nous avons 14 voies autoroutières parallèles. 6 du côté allemand. Si je prends la 83 plus l'RBRPV, ça en fait 14. Même à Los Angeles, vous n'avez pas ça. Mais voilà, ce qui manque aujourd'hui, c'est évidemment les connexions entre les deux systèmes. Mon rêve, c'est qu'un jour, je rêvais déjà avec le tram-train, de voir un jour les jolis wagons jaunes de Karlsruhe remonter l'avenue de la Paix et nos magnifiques Eurotrams circuler dans la Kaiserstraße. Je pense que cette thématique de croiser les systèmes, de faire qu'on ne peut plus penser d'un côté sans parler de l'autre, ça commence sans doute par faire ces connexions entre les deux réseaux. C'est ça la région, c'est ça le thème. Je dis que nulle part ailleurs au monde, maintenant il y a un pass musée, il y a 70 musées dans cette région. Il y a 4 ou 5 grands parcs expo, il y a des opéras, il y a tout ça. Mais ça commence à fonctionner un peu au niveau de l'université, ça commence à fonctionner un peu au niveau économique. Ça doit, d'un moment donné, le transport peut accélérer tout ça pour que... Je pense qu'on est dans une période de crise dans laquelle il faut qu'on joue fin, quoi. On est dans une région très prospère ici, donc cette culture du combat, culture économique n'est pas innée en Alsace. C'est comme ça. Je travaille à Saint-Étienne, c'est pas exactement la même ambiance depuis très longtemps. Donc il faut rentrer dans une posture de combat, et cette posture de combat nécessite forcément qu'on mutualise ce qui est mutualisable. Et je pense dire, dans cette région, Karlsruhe-Bâle, vous avez tout ce qu'il faut pour faire le paradis sur Terre. Voilà, et puis le dernier aspect, c'est ce qu'on ne voit pas, mais l'économie collaborative qui commence à rentrer dans ce jeu-là, encore de façon relativement balbutiante, mais hier je lisais une interview de la créatrice de Blablacar,
son chiffre d'affaires en 3 ans a totalement explosé. Ce sont d'autres façons encore, et l'informatique, ou le croisement de l'informatique avec le système de mobilité n'est qu'à ses débuts, et je pense qu'on verra la prochaine révolution probablement sera fortement, très fortement, vous parliez tout à l'heure de l'économie numérique, là on a un sujet évident dans lequel l'informatique commence à vraiment changer notre vie, mais je pense que c'est la question des mobilités. On est encore au tout début de ce qui peut se développer. Voilà un peu le panorama sur cette question des mobilités sur la région. Je voudrais terminer en disant qu'on a quand même inventé quelque chose à Strasbourg. On peut dire que il y a eu Nantes et Grenoble un peu avant, mais le tramway urbain, le tramway, la French Touch, aujourd'hui, qui est si reconnue dans le monde, elle est un peu née ici. Et c'est notre fierté à tous, enfin tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet, et que aujourd'hui, c'est devenu un très bon vecteur, puisque après Strasbourg, finalement, ça a littéralement explosé. Voilà toutes les villes qui se sont équipées en tramway en moins de 20 ans, vous vous rendez compte? C'est un phénomène de fond, une lame de fond, que personne n'avait vu venir. D'ailleurs, maintenant, on compte plutôt les villes qui n'ont pas de tram que les villes qui en ont. Et puis, c'est devenu, en tout cas pour des entreprises comme la mienne, un vrai sujet d'export, puisqu'on travaille en permanence maintenant à l'étranger sur, on appelait le tramway à la française. Alors, pour prendre l'exemple le plus proche, c'est Karlsruhe, pour lesquels on travaille depuis maintenant une dizaine d'années, soit sur des extensions de lignes, soit sur des rénovations de lignes. Quand ils refont un rail, par exemple, ils viennent chercher... donc, on dit beaucoup de mal de la France en ce moment, que rien ne va. Je pense que de temps en temps, il faut le dire, tout ne va pas si mal que ça. On invente des choses et que ce produit-là, on l'a exporté. Le dernier concours dont j'attends les résultats ce soir, c'est New York. On a rendu la semaine dernière un projet pour faire un tram sur la 42e rue à Manhattan. Donc, ce projet-là, pour moi, si on arrivait à construire le tram sur cette avenue, parce que tout ce qui se fait à New York, évidemment, ça fait image. Partout, on me parle de Times Square, mais Times Square, ils ont juste mis un peu de peinture et quelques pots de fleurs. Mais là, il y a un vrai sujet. Et si, comme dans toutes les documents qui ont été distribués par le maître d'ouvrage, il y avait des photos du tramway de Strasbourg, je leur ai dit, autant prenez donc l'original. Donc, on le saura probablement ce soir. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, c'est une belle histoire qui a commencé à Strasbourg et qui se finira peut-être à Manhattan.